Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième et dernière vidéo sur le fonctionnement des processeurs. Nous allons dans ce chapitre voir le fonctionnement des processeurs qui sont en quelque sorte les cerveaux de nos ordinateurs du fait de leur capacité à faire des opérations rudimentaires. Ce n'est pas vraiment des cerveaux car ils n'exécutent uniquement ce qu'on leur demande de faire. Avant d'introduire tout concept lié au processeur, il est nécessaire de comprendre tout le cheminement de notre interface graphique vers le langage du processeur lui-même. Car comme dit précédemment, le processeur fait des opérations rudimentaires. Il ne peut donc comprendre que des instructions très simples. Voici ici un exemple d'un programme qui demande à l'utilisateur deux entiers et qui affiche la somme de ces deux entiers. À travers cet exemple, nous allons comprendre le principe d'abstraction. Par exemple, ici vous avez l'extrait du code en C. Donc le programmeur, lui, a codé cette partie en utilisant la bibliothèque GTK. Et lorsqu'il a compilé le programme et qu'il a ouvert l'exécutable, cette fenêtre s'est ouverte et il a pu alors rentrer deux entiers. Donc par exemple ici 9 et 16, il a cliqué sur calculer A plus B et une fenêtre s'est ouverte et lui a donné le résultat 25. Le codeur a donc codé cette partie et quand il a compilé, ça a donné un exécutable écrit en langage d'assemblage. Donc ici vous n'avez qu'un extrait. Ces instructions sont donc celles directement comprises par le processeur. À travers cet exemple, on aperçoit bien que lorsqu'on utilise une application, on nous cache beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle donc l'abstraction. La très grande majorité des logiciels sont écrits en langage de haut niveau. Par exemple, le C est un langage de haut niveau, bien qu'il peut être considéré comme un langage aussi de bas niveau du fait des opérations spéciales qu'il contient. Car dès que l'on commence à coder en langage bas niveau, c'est-à-dire en langage d'assemblage, l'écriture du code devient très vite extrêmement fastidieuse. Puisque vous pouvez voir que ces lignes de code sont bien moins claires que les lignes de code écrites en C. Quand on code dans un langage quelconque comme le C, C++, Pascal, il est nécessaire de devoir compiler son code avant de pouvoir exécuter son programme. C'est-à-dire qu'un programme appelé assembleur doit traduire le code en langage haut niveau vers le langage bas niveau du processeur, c'est-à-dire un langage d'assemblage. Tous langages de haut niveau ne doivent pas être compilés comme le C, C++ ou Pascal. Certains langages peuvent être directement interprétés comme le Python. Il existe deux grandes familles de processeurs. La première, CISC, Complex Instruction Set Computer. Les processeurs de la famille CISC possèdent un très grand jeu d'instructions. Par exemple, le jeu d'instructions x86-64, utilisé par Windows, est CISC. Quant à lui, le RISC, Reduced Instruction Set Computer, les processeurs de la famille RISC possèdent un jeu d'instructions réduite. Par exemple, le jeu d'instructions ARM64 et RISC. Passons maintenant à l'explication du langage d'assemblage. Dans la suite de ce chapitre, nous écrirons nos instructions en langage d'assemblage ARM32, car chaque processeur possède ses propres instructions. En effet, les processeurs utilisant un jeu d'instructions x86-64 utilisent des instructions bien différentes. Passons maintenant à la définition du langage d'assemblage. C'est un langage informatique le plus bas niveau qui peut être compris par l'homme et qui est directement lisible par le processeur. La prochaine étape, entre guillemets, est la traduction ensuite de 0 et 1, qui est elle incompréhensible pour nous. Nous allons maintenant voir la définition de registre. Un registre, c'est un espace mémoire à l'intérieur d'un processeur. Ils sont présents en très faible nombre dans les cœurs de processeurs et chaque registre ne fait que 32 bits pour un processeur de 32 bits. Si nous avions affaire à un processeur de 64 bits, la taille de ces registres serait alors de 64 bits. Le temps d'accès à leurs données est extrêmement rapide. Une instruction, elle, donne une action rudimentaire à faire au processeur. Dans le cas général, une instruction est typée comme ceci. Il y a en premier l'opcode, qui est la partie de l'instruction qui spécifie l'opération voulue. Il y a ensuite la destination, qui est le registre dans lequel le résultat doit être stocké. Il y a ensuite le ou les opérandes, qui sont les registres ou entiers qui sont utilisés en argument de l'opération voulue. Dans les opérandes, nous pouvons soit utiliser des registres, ou soit utiliser des entiers immédiats quand cela est possible. Alors que dans les destinations, on ne peut qu'utiliser un registre, puisqu'il n'aurait pas de sens à mettre un entier pour la destination. Nous allons maintenant voir quelques instructions de base, car il y a des centaines d'instructions dans un jeu d'instructions. Nous supposerons pour cela que notre banc de registres est le suivant. Nous allons voir ce que fait l'instruction add R0, R1, 6. En pseudocode, nous pourrions écrire que nous allons mettre dans le registre R0 la valeur de R1 plus 6. C'est-à-dire R0 est égal à 4 plus 6, 4 car il y a 4 dans le registre R0, ce qui est égal à 10. Il y a donc désormais la valeur 10 dans le registre R0. Passons maintenant à l'instruction sub R2 15. Cette instruction est équivalente à sub R2, R2, 15. Cette instruction est juste une contraction de cette instruction. Sub R2, 15 nous dit qu'il y aura maintenant dans le registre R2 la valeur présente de R2, moins 15. Ainsi, il y aura dans R2 20 moins 15, car il y avait 20 dans R2, ce qui est égal à 5.
Il y a maintenant 5 dans R2. Nous allons maintenant voir ce que fait l'instruction mul R1,R3 qui est équivalente aussi à mul R1,R1,R3. Cette instruction stocke le produit de R1 avec R3 dans R1. Nous avons donc que R1 est égal à 4 fois 5 puisqu'il y a 4 dans R1 et 5 dans R3, ce qui est égal à 20. Il y a donc maintenant dans R1 la valeur 20. L'instruction AND R3,R5,R4 réalise l'opération et entre R4 et R5 et la stocke dans R3. Nous allons donc réaliser l'opération et entre le registre R5 qui contient la valeur binaire 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0 et le registre R4 qui contient la valeur binaire 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ainsi, à travers cette instruction, nous allons stocker dans le registre R3 la valeur 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Nous pouvons représenter aussi cette valeur en hexadécimal, ce qui vaut 0x36, en décimal où c'est égal à 54, et enfin, si on regarde dans la table ASCII, cela correspond au caractère 6. Voyons maintenant ce que fait l'instruction LDR R0, crochet R6, 4, crochet fermé. LDR, c'est la lecture de 4 octets. Donc nous allons lire à l'adresse R6 décalé de 4, et stocker les 4 octets suivants à partir de cette adresse, dans le registre R0. Il y a aussi des instructions qui permettent de ne lire qu'un octet et d'autres 2 octets. Ainsi, LDR R0, crochet R6, 4, crochet correspond à la lecture dans R0 de l'adresse R6 décalée de 4. Nous savons que dans R6, il y a l'adresse OX00023A71. Bien évidemment, une adresse correspond toujours à un octet. Nous allons donc stocker dans R0 ce qui est contenu aux adresses OX00023A75, A76, A77 et A78. Ne sachant pas ce qui est contenu dans la RAM à partir de cette adresse, nous ne pouvons pas aller plus loin. Voyons ce que fait maintenant l'instruction strr3, crochet R6 crochet, 4. Cette instruction va en fait faire 2 choses. Elle va tout d'abord stocker ce qu'il y a dans le registre R3 à l'adresse R6, puis va ensuite modifier l'adresse contenue dans R6 pour l'incrémenter de 3. C'est ce que l'on appelle l'adressage post-incrémenté. Ainsi, l'instruction strr3 crochet R6 crochet, 4 correspond à l'écriture de R3 à l'adresse R6, puis à la modification de ce qui est contenu dans le registre R6 en prenant la valeur de R6 et en y ajoutant 4. Cela correspond donc à l'écriture de 0000000011101110 à l'adresse OX00023A71, puis à la modification de R6 qui va maintenant être égale à OX00023A71 plus 4, ce qui est égal à OX00023A75. Il est important de comprendre qu'à l'exemple précédent, R6 n'a pas été modifié, alors que maintenant, avec cette instruction et ce type d'adressage, R6 va être modifié. Mettons maintenant en œuvre un petit programme en langage d'assemblage. Nous allons essayer de comprendre ce que réalise le programme suivant. MrProc correspond à la déclaration d'une procédure que l'on va appeler mystère. Push R0R1 empile la valeur des registres de R0 et R1 dans la pile. Move R0 R2 copie la valeur contenue dans R2 dans R0. Move R1 1 copie la valeur 1 dans R1. Move R2 1 copie la valeur 1 dans R2. CMP R1 R0 compare la valeur R1 avec R0, regarde si elle est supérieure et modifie un fanion, c'est-à-dire un registre spécial. BGT fin fait que si ça est vrai, alors on exécute les instructions à partir de fin, c'est-à-dire on continue à partir de la ligne 14. Mul R2, R2,R1 fait que l'on met dans le registre R2 la valeur de R2 fois R1. Add R1,1 fait que l'on met dans le registre R1 la valeur de R1 plus 1. Bboucle, qui signifie branch boucle, cela signifie que l'on va continuer les instructions à partir de l'étiquette boucle, donc à partir de la ligne 8. Pop R0, R1 signifie que l'on dépile les registres R0 et R1. C'est-à-dire que l'on va prendre les 2 dernières valeurs contenues dans la pile et on va les stocker dans R0 et R1. BXLR signifie que l'on fait un retour avant appel de mystère.
C'est-à-dire que nous allons à l'instruction juste après que l'instruction qui a appelé la procédure mystère. End P signifie la fin de la déclaration de la procédure mystère. Main proc signifie le début de la procédure principale. Move R2,8 signifie que l'on stocke la valeur 8 dans R2. BL mystère signifie l'appel de la procédure mystère. BEnd signifie que l'on va se brancher sur end, c'est-à-dire que l'on fait en fait une boucle infinie, puisque end ne fait que s'appeler à lui-même. On fait ce genre de boucle infinie pour qu'un programme ne se termine jamais. End P signifie la fin de la déclaration de la procédure main. Après ce premier décortiquage du programme écrit en langage d'assemblage, nous allons essayer maintenant de le traduire en langage C. Nous allons ainsi commencer par déclarer une variable R2 qui est une variable globale qui va correspondre à ce registre. Nous allons maintenant traduire le corps de la fonction mystère. Nous voyons ici qu'il y a une boucle. C'est une boucle while, puisque tant que R1 est supérieur à R0, nous effectuons ces instructions. Il y a dans R0 la valeur R2, et nous voyons que R1 est notre itérateur de boucle, puisque nous l'incrémentons de 1 à chaque fois que nous passons à travers la boucle. Ainsi, cela nous donne la fonction en C suivante. Enfin, la fonction main va pouvoir être traduite ainsi. Nous mettons juste la valeur 8 dans R2, puis nous appelons la fonction mystère. Bien évidemment sans lui passer d'argument, puisque R2 est une variable globale. Ainsi, en analysant le programme, nous voyons que nous stockons la valeur 8 dans R2, ensuite nous appelons mystère. Cette valeur de R2 va être recopiée dans la variable R0, R1 va être initialisé à 1, et R2 aussi à 1, et tant que la valeur R1, donc c'est-à-dire l'itérateur de la boucle, va être supérieur à R0, donc par exemple ici 8, R2 va être égal à R2 fois R1, et R1 va être égal à R1 plus 1. Nous pouvons donc conclure que mystère calcule R2 factoriel et stocke le résultat dans R2, car en effet nous pouvons voir que R2 va être multiplié par R1, et R1 va successivement avoir les valeurs 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, jusqu'à obtenir dans R2 le résultat R2 factoriel. Puisque nous nous arrêterons quand R1 aura la valeur de 9, nous n'irons pas dans la boucle, sinon nous aurions 9 factoriel. Vous avez donc eu l'aperçu d'un petit programme écrit en langage d'assemblage. Vous pouvez donc voir que le programme écrit en langage d'assemblage est bien moins lisible que son homologue écrit en C. Nous arrivons maintenant à la fin de ce cours avec le fonctionnement global du processeur. Nous allons tout d'abord représenter la RAM avec une partie que nous allons dédier aux instructions et une autre aux données. Le processeur que nous allons représenter est un cœur de processeur à 7 étages. Il y a bien évidemment des processeurs qui composent par exemple plus d'une trentaine d'étages. Le premier étage qui est l'étage fetch est l'étage qui va s'assurer d'aller chercher la prochaine instruction. C'est les registres PC, Program Counter, dont l'adresse pointe vers la prochaine instruction à exécuter. Il demande une adresse et il récupère une instruction. Le prochain étage est l'étage decode, qui est l'étage qui va décoder l'instruction. Il va déterminer quel est l'opcode à envoyer à l'ALU, c'est-à-dire l'Arithmetic and Logic Unit, la destination et les opérandes qui vont aussi être envoyés à l'ALU via le banc de registre ou directement si c'est des entiers comme nous avons pu voir précédemment. Il y a ensuite l'étage execute qui va réaliser l'opération demandée à l'aide de l'ALU. Ce chemin va permettre d'envoyer de l'étage decode à l'ALU le type d'opération qu'elle doit exécuter. Ce chemin va permettre l'écriture du résultat de l'ALU dans le banc de registre. L'écriture du résultat est appelée l'étage writeback, qui est l'étage qui va modifier la valeur des registres après opération effectuée par l'ALU. Il y a ensuite l'étage memory qui va permettre de réaliser les opérations d'écriture ou de lecture dans la mémoire si besoin. Le chemin de l'adresse, puis le chemin des données. Il y a ensuite l'étage branch, qui est l'étage qui va décider ou non de prendre la branche. Il va avoir besoin de la partie l'opcode qui va décrire quelle est la condition, par exemple BGT tout à l'heure qui voulait dire branch greater than, et aussi la valeur d'un fanion qui est contenu dans le banc de registre pour savoir si oui ou non il faut prendre cette branche. Il y a ensuite l'étage flush, qui est l'étage qui va vider la pipeline dans le cas où il faudrait prendre la branche, afin de ne pas exécuter les instructions qui ne seraient donc plus d'actualité. Nous allons prochainement voir un exemple sur l'utilité de cet étage.
maintenant voir l'utilité de la pipeline. Voici donc la représentation d'exécution d'instructions sur 14 ticks d'horloge sans la pipeline. Nous avons donc à chaque fois fetch, decode, execute, memory, write back, branch, flush, fetch et ainsi de suite. Nous avons donc ici une instruction et ici une autre instruction. Nous avons donc réalisé deux instructions en 14 ticks d'horloge. Voyons maintenant combien d'instructions peut-on réaliser en 14 ticks d'horloge avec la pipeline. Puisqu'avec la pipeline, chaque étage peut réaliser une instruction à chaque tick d'horloge. J'ai écrit ici 3 instructions. Ainsi, nous avons réalisé 8 instructions en 14 ticks. Vous pouvez donc voir qu'en un même espace de temps, avec la pipeline, nous avons réalisé beaucoup plus d'instructions que si nous avions utilisé un processeur sans pipeline. Car désormais, tous les étages peuvent être mobilisés à chaque tick d'horloge au besoin. Chaque instruction dans l'exemple précédent utilisait les 7 étages. Cependant, il n'est pas obligatoire que toutes les instructions utilisent tous les étages. En effet, l'instruction add R1, R2, R3 que nous avons vu dans l'exemple précédent va utiliser seulement les étages fetch, decode, execute et write back, car ce n'est pas une instruction de type branch. Ainsi, cette instruction va être exécutée en 4 ticks, à condition bien évidemment que l'étage write back n'est pas utilisé par une instruction précédente à ce tick-là. Puisqu'en effet, si cette instruction utilise moins d'étages que les instructions précédentes, elle va devoir attendre si l'étage présent est déjà utilisé par une instruction précédente. Nous allons maintenant mettre en pratique l'étage flush. Regardons l'évolution de la pipeline à partir de la ligne 8 de l'exemple 4.3, c'est-à-dire du programme écrit en langage d'assemblage. Je vais recopier les différentes instructions à partir de la ligne 8. Si nous représentons l'évolution de la pipeline pour la première instruction, nous avons... Pour la deuxième instruction, nous avons donc, puisque c'est un processeur pipeliné, ici, nous supposons que c'est le cas où il faut prendre la branch. Ainsi, l'étage flush va être déclenché. Les instructions suivantes, c'est-à-dire mul, ADB, avaient déjà été commencées à être exécutées pour gagner du temps. Mais ici, l'étage flush a été appelé. Ainsi, les instructions suivantes ont toutes été vidées et ne sont donc pas continuées. On peut voir ici que flush est exécuté à temps, car ici, pour cette instruction, la prochaine étape aurait été write back, ce qui aurait modifié la valeur de R2 et donc modifié le résultat de notre programme, et on n'aurait plus eu R2 factoriel, on aurait eu R2 plus 1 factoriel. On peut aussi avoir des processeurs sans ces étages, mais cependant cet étage permet d'anticiper et donc d'exécuter au cas où la branche ne serait pas prise ces instructions, puisqu'on aurait perdu ici par exemple 3 ticks d'horloge. Car dans un processeur sans branch et flush, nous aurions dû attendre quelques ticks d'horloge avant de pouvoir exécuter ces instructions. Et imaginons que la boucle est itérée des milliers voire des millions de fois, ce serait alors beaucoup de temps perdu alors que nous aurions pu anticiper leur exécution. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un like.